Bonjour. Il s'agit de la deuxième partie du cours hydraulique des sols. Dans la première partie, nous sommes arrivés à la détermination de l'équation de Laplace, qui permet de formuler la résolution d'un problème d'écoulement d'eau permanent dans un sol saturé. Dans le cas de milieu bidimensionnel, le périmètre est isotrope, donc elle s'écrit d2h2 sur dx2 plus d2h2 sur dz2 égale 0. Donc il s'agit de déterminer la fonction h de xz en exploitant les conditions limites du problème. Bien sûr, dans le cas où cette perméabilité est isotrope, la solution elle est indépendante de la perméabilité. Donc dans la pratique, la solution de l'équation de Laplace consiste à déterminer ou établir un réseau d'écoulement qui est composé de lignes équipotentielles, c'est-à-dire le lieu où la charge hydraulique est constante, des lignes de courant ou d'écoulement, ce qui est vrai dans le cas d'un régime d'écoulement permanent. Et bien sûr, le but consiste à estimer le débit d'écoulement, puis les calculs de la charge hydraulique, de la pression interstitielle. Donc, commençons par quelques définitions qui consistent à introduire qu'est-ce que c'est qu'une ligne de courant. Bien sûr, la ligne de courant, c'est la trajectoire de l'eau à une sinuosité près. Ensuite, les lignes équipotentielles. Ce sont des courbes, des surfaces qui passent par les points de charge hydraulique constante. Leur équation, c'est H égale constante. Toutefois, on peut définir ce qu'on appelle un tube de courant, qui est l'espace entre lignes de courant consécutives. Et on peut supposer, par exemple, que le débit soit constant dans ce tube de courant. Donc, ici, il faut passer, avant de parler de la résolution, de l'interprétation géométrique de la loi de Darcy. Donc, lors d'un écoulement permanent, quel que soit le temps, la ligne de courant est perpendiculaire en tout point de la surface, à la surface équipotentielle d'équation H égale constante. Au fait, gradient H, c'est bien le vecteur perpendiculaire à la surface H égale constante. Comme la vitesse est tangente à la ligne de courant, d'après la loi de Darcy, V égale K fois I. Donc, comme on le voit sur le premier schéma, au point d'intersection de la ligne de courant, avec cette surface équipotentielle, on voit que V il est porté par la normale à la surface H égale constante. Donc les lignes de courant et les équipotentiels, en fait, elles forment un réseau de courbes orthogonales au point de leur intersection, comme on le voit sur la figure en bas à droite. C'est-à-dire que donc, les équipotentiels, par exemple, H égale H1, H2, etc. Et les lignes de courant, comme on le voit ici, elles sont dirigées comme ça. La flèche désigne le sens de l'écoulement. Et lorsque on se propose de faire le tracé, il faut toujours vérifier qu'au point d'intersection, il faut que les tangentes précisément de chacune de ces lignes soient perpendiculaires. Quand on montre cette figure. Donc, pour résoudre les problèmes d'écoulement permanent bidimensionnel, au fait, on peut utiliser plusieurs méthodes. Donc, la résolution des équations différentielles ou dérivées partielles n'est pas toujours facile, mais dans le cas d'un écoulement unidimensionnel, lorsqu'il y a la symétrie, comme on va le voir, la résolution peut être analytique. Mais lorsqu'on a un écoulement 2D, on peut faire une estimation approximative de la solution. Toutefois, bien sûr, les méthodes numériques, par exemple les éléments finis, les différences finies, permettent de résoudre numériquement le problème d'écoulement. Mais entre le courant électrique et l'écoulement d'eau, il y a une analogie via, on rappelle la loi d'Ohm avec la loi de Darcy. Il y a une analogie entre les deux.
Donc, commençons par les conditions limites d'un problème d'écoulement. Donc, comme vous le voyez sur cette figure-là, nous avons un barrage ou une digue qui retient une hauteur d'eau, H, ce qu'on appelle du côté amont, c'est-à-dire côté gauche, ici. Donc, l'eau est en contact avec le barrage suivant AM. Mais au fait, bien sûr, l'eau, elle va pénétrer dans le corps du barrage et il va se produire un écoulement. Et cet écoulement, bien sûr, va se terminer dans ce qu'on appelle un drain de pied à l'aval. Au fait, c'est un dispositif qui permet d'évacuer l'eau dans la direction perpendiculaire à la figure. Donc, si on part de cet exemple, en général, il y a 3 types de conditions limites. La première, donc, condition limite, bien sûr, lorsqu'on veut caractériser cet écoulement, on voit qu'il commence à partir de la ligne AM. Et si je prends l'origine 0 pour Z ici, donc nous voyons qu'en tout point de la ligne AM, au fait, nous avons la même valeur de la charge. Parce que nous avons la cote du point, et puis la hauteur d'eau qui est au-dessus. Bien sûr, aux 2 points particuliers A et M, soit la pression interstitielle, c'est la hauteur d'eau fois gamma W, et Z égale 0, soit tout simplement Z égale la hauteur H et U égale 0 parce qu'on est en surface. Donc, AM, c'est une équipotentielle, parce que H égale grand H, la hauteur d'eau. Mais sur A'M', qui est en contact avec le drain de pied à l'aval, où, on va dire, s'achève l'écoulement dans le milieu du matériau constitue du barrage, nous avons à peu près une écriture similaire, parce que, sachant que l'épaisseur du drain est relativement très faible par rapport à la hauteur H, donc, si on peut la négliger, on peut dire que sur A'M', pratiquement la charge hydraulique est égale à 0. Donc, de ce fait, donc, le premier type de condition limite, c'est ce qu'on appelle les équipotentiels limites, en particulier pour l'écoulement. Deuxième type de condition limite, c'est ce qu'on appelle la surface libre. La surface libre, dans le cas donc, de la figure, dans le cas du barrage, A' représente la surface libre, parce que, au fait, cette ligne de courant, elle limite, on revient au schéma, elle limite la masse de l'écoulement. Donc le sol qui est au-dessous de cette ligne, il est saturé, et au-delà, le sol n'est pas saturé. Donc la pression interstitielle est égale à 0. Alors sur le même schéma, la même figure, cette ligne M' représente le troisième type de condition aux limites. Comme le support du barrage, il est constitué par ce qu'on appelle un substratum imperméable, au fait, c'est un sol dont la perméabilité est largement inférieure à celle des argiles. Donc, pratiquement, l'eau ne peut pas s'écouler dans ce substratum. Donc, l'eau, elle est obligée ici de suivre la droite M'. Dans ce cas, elle est horizontale. Donc, c'est une ligne, c'est une condition aux limites spéciales parce qu'elle exprime que l'eau doit être en mouvement tangente à cette ligne-là. Donc, au fait, il faut préciser que sur la ligne, sur la surface libre, puisque U égale 0 d'après l'équation de la charge H égale à Z, et que suivant la ligne de courant le long d'une paroi ou la ligne d'écoulement imposée, au fait, si on considère N le vecteur normal à cette ligne de composante ABC, comme V est tangent à cette ligne-là, le produit scalaire NV, c'est au fait N fois I, qui est égal à 0, et donc, ça veut dire que on peut caractériser cette ligne par une équation, enfin, juste pour la forme, dH sur dz égale 0, ici parce que M est porté par EZ. Donc, c'est à partir de ces types de conditions limites que nous allons essayer de traiter dans un premier cas une méthode de résolution analytique qui, on le rappelle, nous permet de trouver des solutions grâce à la symétrie géométrique de la masse de sol considérée et même la symétrie de l'écoulement.
Donc, par exemple, dans l'exemple qui va suivre, nous allons ramener un écoulement au fait 2D, un écoulement 1D pour le calcul. Donc, l'exemple, il s'agit d'une île de révolution, comme vous le voyez. Donc, elle est composée de 3 couches, une couche imperméable supérieure, au-dessous de laquelle il y a une couche perméable, et la couche perméable elle-même, elle est limitée en bas par une autre couche imperméable. Ça veut dire que si dans cette île, le niveau d'eau à l'extérieur correspond à cette hauteur H1 par rapport au plan moyen de cette couche perméable, donc, qu'est-ce que, au fait, nous allons faire? Nous allons exécuter un forage ou un puits, et lorsque, bien sûr, nous traversons la couche perméable, on va montrer que l'écoulement se produit dans la couche perméable, et au fait, bien sûr, l'eau va monter dans le puits. Il faut dire, si on ne fait rien, le niveau d'eau dans le puits va devenir égal à celle du niveau de l'eau à l'extérieur, et tout simplement, ensuite, l'écoulement va s'arrêter. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de produire un écoulement, bien sûr, en faisant un pompage d'un débit cube, et ceci, bien sûr, correspond à imposer une hauteur d'eau dans le puits qui est définie par exactement la différence H1 moins H0. H0, c'est la différence de niveau entre celle dans le puits et celle à l'extérieur de l'île. Donc, bien sûr, sur cet exemple, comme on l'a dit précédemment, d'une manière générale, il faut tracer un réseau d'écoulement pour déterminer la fonction H de R, calculer le débit d'écoulement, supposé constant, parce que le régime est permanent. Ensuite, déterminer la pression interstitielle en un point de la couche perméable dont le plan z égale 0. Donc, comme on l'a dit, il faut résoudre cet écoulement en partant des conditions aux limites. Alors, les conditions aux limites, bien sûr, nous avons pris le repère z égale 0 dans le plan moyen de la couche perméable, qui a une certaine épaisseur. D'accord? Et donc, la symétrie par rapport à OZ va nous permettre d'identifier les équipotentiels limites qui, en fait, correspondent premièrement au niveau R égale R2, c'est le rayon extérieur de l'île de révolution au niveau du plan Z égale 0, et le rayon R1 qui est tout simplement le rayon du forage. Donc, il est facile de vérifier que en R égale R2, la charge hydraulique elle est égale à H1, comme on le voit ici, puisque Z égale 0, donc le niveau d'eau c'est H1, alors que dans le puits, toujours Z égale 0, le niveau d'eau c'est plutôt H1 moins H0. Donc, ici, vous voyez les deux conditions limites, H égale H1 au contact de la couche avec le lac, R égale R2, H égale H1 moins H0 pour du puits. Donc, l'écoulement se produit de R égale R2, à partir de là, puisque la charge est plus grande, vers R égale R1, la charge la plus petite. Ça précise le sens de l'écoulement. Donc, la méthode de résolution, puisqu'elle est analytique, elle met en évidence, au fait par la symétrie, que les équipotentiels, partant des deux équipotentiels, au fait qui sont des cercles de rayon R1 d'une part au niveau du rayon du puits, et R2 sur le cercle extérieur, la limite de l'île au niveau Z égale 0. Donc, les équipotentiels seront des cercles concentriques de centre O, bien sûr, sur lesquels la charge va diminuer de H1 jusqu'à H1 moins H0. Alors, géométriquement, les lignes qui, au point d'intersection des cercles concentriques, va être perpendiculaire ne peut être que le rayon vecteur.
C'est-à-dire que les lignes de courant sont les rayons convergents vers haut, partant du cercle où H égale H1 vers celui où la charge H égale H1 moins H0, précisément. Donc, le débit, l'écoulement pour lequel on veut calculer le débit, on va considérer un anneau circulaire. Donc, un certain point M, qui est là, par exemple, donc il est situé au rayon R, mais au fait, puisque l'écoulement est horizontal, il va traverser, on va dire, la surface latérale au niveau du cercle R égale, au niveau du cercle où R, c'est le point qui correspond au point M, mais son épaisseur, il est unitaire, il est égal à 1. C'est-à-dire, au niveau de Z, nous allons considérer une épaisseur qui est égale à 1. Donc, la section de l'écoulement partant de cette remarque, elle va être 2πr, le rayon du cercle, le rayon R, multiplié par 1, son épaisseur. Donc, appliquant tout simplement le débit vitesse fois surface, nous allons écrire que Q est 2πr fois V. Donc, par application de la loi de Darcy, pour un écoulement unidimensionnel, il faut faire attention suivant R décroissant, parce que l'écoulement se fait de R2 qui est supérieur à R1, donc le signe moins ici disparaît. On écrit V égale K dH sur dR. Bien sûr, à partir de cette équation différentielle, il est facile de trouver la solution sous cette forme-là, en rappelant que la perméabilité en question pour ce problème, parce que l'écoulement est horizontal, c'est bien la perméabilité horizontale qu'il faut considérer. Donc, les conditions limites, nous allons les exploiter maintenant pour formuler la solution de cette équation différentielle. Bien sûr, elles sont connues. Il faut mettre, par exemple, en R égale R2, H égale H1, et en R égale R1, H égale H moins H0 au fait. Donc, à partir de là, on obtient cette équation-là de la charge hydraulique, bien sûr, après avoir calculé la valeur du débit à partir des conditions limites. Et comme on voit ici, la solution est entièrement formulée, puisque nous avons calculé le débit, nous avons donné l'expression de la charge hydraulique en fonction de R, et nous avons déduit à partir de la charge hydraulique la pression interstitielle. Donc on voit qu'il s'agit d'un exemple très simple où on exploite les symétries géométriques et d'écoulement pour formuler la solution. Alors maintenant, nous allons passer à un exemple beaucoup plus pratique où nous allons essayer de formuler, de mettre en œuvre la méthode, on va dire graphique, ou la méthode par tâtonnement pour un écoulement 2D. C'est-à-dire, au fait, nous allons tracer à la main le réseau des lignes d'écoulement des équipotentiels. Donc l'exemple, c'est celui d'un rideau de pales blanches. Donc ici, ça, c'est un rideau en acier qu'on appelle les pales blanches. Ce sont des soutènements provisoires en général lorsqu'on fait des fouilles, des excavations, pour retenir la partie amont et bien sûr faire des travaux dans la partie aval. Donc, pour cet exemple-là, on voit que du côté amont, il y a une certaine hauteur d'eau H2 qui est sur ce sol-là. Ce sol-là, au fait, jusqu'à une certaine profondeur, pour bien formuler le problème, on va supposer qu'à ce niveau-là, il y a un substratum imperméable et que du côté aval, nous allons supposer que la nappe coïncide avec, bien sûr, la surface du sol. On va comprendre pourquoi. Et au fait, nous allons expliquer comment on trace le réseau d'écoulement en partant des conditions limites qui sont, comme vous le voyez, les suivantes. Donc, A1, A3, c'est une ligne équipotentielle tout simplement parce que Z égale 0 et la hauteur d'eau au-dessus est nulle, donc H égale 0. Alors que IA, c'est une équipotentielle où la charge hydraulique, elle vaut tout simplement H1, c'est la cote d'un point qui appartient à I1, plus la pression interstitielle, divisé par gamma W qui est H2. Donc H égale H1 plus H2. Ça veut dire que la perte de charge totale qui va se produire lorsque l'écoulement part de IA vers A1-A3, elle est égale H1 plus H2, qui est tout simplement H de IA moins H de A1-A3. Et on précise le troisième type de condition limite qu'on a vu. Au fait, ici, dans ce problème, nous avons deux lignes de courant opposées. La première, elle est évidente parce qu'on a vu le même exemple auparavant pour le barrage.
puisqu'il s'agit d'un substratum imperméable, ça veut dire que l'eau va s'écouler parallèlement au niveau du substratum, comme ça. Alors que la pâte blanche étant constituée par de l'acier, imperméable, donc l'eau est obligée de partir comme ça, puis remonter comme ça. Et en fait, on peut constater d'une manière très simple que la trajectoire la plus courte d'écoulement d'eau à partir de IA vers A13, c'est cette ligne qui est composée de deux tronçons de verticaux, comme ça. Alors qu'à l'infini, lorsqu'on s'éloigne beaucoup, pratiquement, elle devient horizontale. Donc toutes les lignes d'écoulement vont être situées entre ces deux-là. Nous allons montrer comment il faut les tracer. Donc, j'explique ici les étapes de la méthode graphique pour tracer le réseau d'écoulement. Bon, tantôt, on va revenir à la figure pour essayer d'expliquer. Donc, après avoir mis les lignes d'écoulement imposées, donc on trace une première ligne de courant qui détermine avec les lignes de courant imposées avec la pâte blanche un premier tube de courant. C'est-à-dire, cette étape-là correspond à tracer cette ligne-là. C'est ça la première ligne de courant. Bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On a une dimension ici. On va tracer le début des équipotentiels en choisissant une certaine distance, ici, comme ça. Bien sûr, au point singulier, la dimension de ces, on va dire, carrés curvilignes va dégénérer un peu. Mais ce qu'on fait là, c'est juste comme ça. Mais il ne faut pas tracer toute la ligne, sinon ça va être une ligne fausse par la suite. Donc on va avoir dans ce cas-là le nombre d'intervalles entre les équipotentiels. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est-à-dire qu'il va y avoir 8 intervalles entre les équipotentiels juste après avoir tracé la première ligne de courant. Par la suite, nous allons refaire ce qu'on a fait au départ. Au départ, on a tracé une ligne de courant. Maintenant, nous allons tracer une autre ligne de courant. Alors, le tracé de la ligne de courant consécutive va se faire d'une certaine manière. Nous avons très bien que plus on s'éloigne de la pâte blanche, plus la trajectoire devient longue. Donc, ça veut dire que la distance qui sépare la deuxième ligne de courant qu'on va tracer de la première déjà tracée va être supérieure à celle-ci. Et lorsqu'on la trace, on refait la même chose, c'est-à-dire on prolonge, comme on a fait pour la première ligne, la ligne équipotentielle ou les lignes équipotentielles de la même manière. On les prolonge un peu au-delà et on s'arrête. Comme ça, comme ça, comme ça, etc. Donc, à ce niveau-là, nous avons déjà, il faut le dire, deux tubes de courant. Ce premier espace-là, c'est un tube de courant, parce qu'il sépare l'espace entre ces deux lignes-là. Celui-là, c'est un autre tube de courant. Ben, si on continue à faire la même chose, nous allons, bien sûr, après avoir prolongé les équipotentiels, disons, juste à ce niveau-là, nous allons tracer une troisième ligne de courant, bien sûr, et avec une distance plus grande. Et on va faire la même chose. Mais à un certain moment, nous allons constater qu'on ne peut plus tracer d'autres lignes de courant, du moins pour cet exemple avec cette géométrie. Parce que si on va la tracer, il faut faire comme ça, et par la suite, on va trouver le substratum. Donc, on est déjà à la limite. C'est-à-dire que finalement, pour cet exemple choisi, nous avons pu, après avoir divisé le nombre d'intervalles entre les équipotentiels, limite NH égale à 8, nous avons tracé juste 1, 2, 3 et le quatrième, 4 tubes de courant. Bien sûr, le tracé dépend de l'opérateur. Donc, si on revient aux étapes, donc les étapes, elles sont là. En fait, lorsqu'on trace, on peut soit le faire tout simplement à la main d'une manière approximative, soit même utiliser un compas pour positionner les points, que ce soit de la deuxième ligne de courant ou ailleurs. Mais dans ce réseau-là, il y a une condition à vérifier, et cette condition, elle est importante. Pourquoi? Parce que lorsqu'on trace ces lignes-là, les zones hachurées correspondent à ce qu'on appelle les quadrilatères curvilignes, qui ont deux dimensions. A, c'est-à-dire la distance entre deux lignes de courant, et B, la distance entre deux lignes équipotentielles. Donc, bien sûr, si je prends A et B pour celui-là, je peux dire je prends A', B' pour celui-là, ben, lorsque je fais le tracé en respectant A sur B égale A' sur B',
au fait, elle implique quelque chose de très intéressant. Elle implique que le débit dans chaque tube de courant, il est le même, il est constant. Puisque le débit, c'est la vitesse fois la section. La section, c'est cette distance-là fois une distance unitaire dans le plan perpendiculaire à la figure. Donc, plus la section est petite, donc la vitesse est grande. Plus la vitesse, la distance augmente, la vitesse, elle va devenir un peu petite, et de sorte qu'on vérifie que, au fait, le débit est constant dans chacun de ces tubes de courant. Donc, cette méthode de résolution, au fait, par le tracé fait avec ces conditions-là, implique que nous avons le même débit élémentaire. Donc, comme on l'a dit, que le tracé des tubes de courant ne donne pas en général le nombre exact, il faut évaluer NC toujours à partir de ce rapport A sur B dans le dernier tube de courant. Donc maintenant, la méthode graphique dans la phase 2 consiste à calculer le débit d'écoulement. Au fait, le réseau d'écoulement qu'on a tracé, il est formé par ces quadrilatères curvilignés de dimension A et B, où il y a la même perte de charge entre deux équipotentiels successifs. C'est-à-dire, comme on le voit sur la figure ici, donc 6 sur 7 équipotentiels, nous avons la valeur H plus delta H. Mais delta H, au fait, c'est quoi? C'est la perte de charge élémentaire, c'est-à-dire la perte de charge totale divisée par le nombre d'intervalles entre les équipotentiels. Donc, ça veut dire que lorsque je passe de cet équipotentiel à celle-ci, je perds delta H. Donc, la valeur est H. Le même schéma montre que la section d'écoulement du débit élémentaire est égale à A fois 1. Ça, c'est une direction. Cette distance est 1 par mètre linéaire. Et au fait, le débit élémentaire s'écrit comme V fois A fois 1. A fois 1, c'est la section d'écoulement dont on vient de parler. La vitesse, c'est bien sûr la vitesse d'écoulement qui est égale à K fois I d'après la loi de Darcy. Mais le gradient hydraulique I, dans ce cas de figure, c'est tout simplement delta H, la perte de charge sur la distance B. Donc, delta H, c'est au fait H, on va dire, sur ce schéma-là, de N1 moins H de N2. Et B, c'est pratiquement la distance N1, N2. Donc, delta Q, au fait, tenant compte de cela, va s'écrire delta Q, K fois delta H fois A sur B. Bien sûr, le débit total va être tout simplement le débit élémentaire delta Q qui est là, multiplié par NC. Donc, NC sur NH fois A sur B fois K fois H total, c'est le débit total, mais il faut le préciser par mètre linéaire, c'est-à-dire ce débit est calculé par mètre linéaire dans la direction perpendiculaire à la figure. Bien sûr, dans ce calcul-là, nous supposons que K, c'est une perméabilité isotrope, mais au fait, on peut théoriquement, en considérant des perméabilités anisotropes, on peut mettre en évidence une perméabilité équivalente d'un écoulement de D sous cette forme-là. Et cette opération nécessite, comme vous pouvez la voir en travaux dirigés, de faire un changement d'échelle. Donc, juste pour mentionner que la perméabilité, au fait, ne peut pas être isotrope. Et on définit une perméabilité équivalente. Alors, la phase ou l'étape suivante de la résolution des problèmes d'écoulement consiste à introduire quelque chose sur nouvelle, la poussée d'écoulement d'eau. En fait, si nous voulons traduire l'équilibre statique dans un sol saturé, qui est le siège d'un écoulement permanent d'eau, il faut écrire les équations d'équilibre en contrainte totale, divergence sigma égale F, cas de l'équilibre des sols. Il faut utiliser le postulat de Terzaghi, sigma, tenseur des contraintes totales égale celui des contraintes effectives plus le tenseur isotrope de pression interstitielle, et écrire la charge hydraulique. Donc, vous voyez ici que par composante, si on décompose sigma par sigma prime plus U, en rappelant que U, bien sûr, lorsque nous allons faire les dérivés partiels de dH, on va avoir des dérivés partiels, donc sur H, parce que U va résulter de sigma égale sigma prime plus U, on va obtenir ce système d'équations-là. Alors, il faut faire attention à ce système d'équations. Nous voyons ici que nous trouvons une divergence sigma prime sur ces composantes-là. Et il va y avoir deux vecteurs force volumique dans ce système-là. Au fait de ce système 1, système d'équation 1, au fait, il y a deux forces volumiques. Le premier, c'est 0, 0, gamma prime, à un signe près. C'est celui, donc, du poids des jaugés du sol. Le deuxième
vecteur force, c'est le vecteur force d'écoulement volumique. C'est le vecteur I gamma W. Comme ici, nous voyons, c'est le vecteur I, dH sur dx, dH sur dx, mais avec un signe moins. Et compte tenu du fait qu'on fait divergence sigma moins f, nous allons obtenir un plus. Donc, le vecteur force volumique totale, c'est la somme des deux. Moins gamma prime de z, celui du poids déjaugé, du poids volumique déjaugé, et celui de ce nouveau vecteur force d'écoulement I gamma W. Donc, illustrer cela sur un schéma, peut-être, permet d'éclaircir un peu ce qu'on veut dire par là. Initialement, le volume élémentaire de sol est soumis à son poids total, mais parce qu'il est immergé comme étant un élément isolé, il est soumis à la poussée d'Archimède. Et de toutes les manières, sur cet élément de volume, nous avons pu, à travers les équations, on va dire, trouver qu'il s'y exerce un vecteur force volumique I gamma W, dont le sens, bien sûr, va être porté par I, c'est-à-dire la direction, le sens de l'écoulement, plus précisément. Donc, ce système de force se réduit à gamma prime dV et le même vecteur force volumique. Et de cette manière-là, nous mettons en évidence que lorsqu'il y a l'écoulement d'eau à travers un sol, il y a une force volumique dans la masse soumise au sol qui s'appelle la poussée d'écoulement. S'appelle la poussée d'écoulement, c'est une force volumique parce qu'elle est proportionnelle au volume, elle est proportionnelle à I, multipliée par gamma W parce qu'elle résulte de l'eau. Donc, la poussée d'écoulement dans le cas bien sûr, comme en permanent d'eau, elle va nous donner une force massive proportionnelle à la masse du sol dirigée dans le sens d'écoulement. Et il faut dire que, bien sûr, de cette force va dépendre ce qu'on appelle la stabilité du massif soumis à l'écoulement. Donc, l'application, on va dire, la plus simple, mais il est très intéressante, c'est ce qu'on appelle le phénomène de Renard. Donc, si nous considérons toujours un cas de soutènement par une pale planche métallique, si du côté amont nous avons une certaine hauteur d'eau, par la suite le sol, comme on a vu dans l'exemple de la méthode de résolution graphique, il va y avoir des lignes d'écoulement du côté amont vers le côté aval. On peut supposer même que la hauteur d'eau soit située au-dessus de la surface du sol. Donc, juste il faut mentionner que du côté aval, pas très loin de la surface du sol, on a, d'après le résultat qu'on vient de trouver, l'élément de volume il est soumis au poids volumique déjaugé gamma prime dg, dv, mais le vecteur poussé d'écoulement, cette force volumique I gamma W est quasiment verticale, parce qu'elle est tangente à la ligne d'écoulement qui devient pratiquement verticale. Donc, cette condition-là, on va dire, elle peut poser un problème. Pourquoi? Parce que cet élément de sol, au fait, il est soumis au poids déjaugé dirigé vers le bas, mais il y a une force qui tend à l'exercer ou la mener vers le haut. Donc, lorsque ces deux forces, au fait, sont égales, il s'agit d'un équilibre instable. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un équilibre, on va dire, instantané pour lequel on imagine que c'est l'écoulement, on va avoir un gradient hydraulique plus fort, donc la force, ce qu'on appelle poussée d'écoulement, va dépasser. Mais déjà, l'égalité, c'est une instabilité. Alors, dans ce cas-là, bien sûr, si les deux forces sont égales, on voit que gamma prime égale I gamma W. Et à partir de là, on identifie la valeur de I. La valeur de I gamma prime sur gamma W. Mais cette situation-là correspond au fait à ce qu'on appelle un gradient hydraulique critique, c'est-à-dire d'équilibre instable. Partant du fait que gamma W est égal à 10 kN par mètre cube, en adoptant pour les sols en général gamma égale 20 kN, gamma prime égale à 10, on voit que ICR, dans une première approximation, approche la valeur 1. Ce gradient hydraulique critique, au fait, il est lié à la gravité spécifique et à l'indice des vides par cette formule-là. Donc, cette situation-là qui s'appelle le phénomène de Renard, illustrée grâce à cette notion nouvelle de poussée d'écoulement dirigée dans le sens d'écoulement, elle montre que nous avons un équilibre instable, le phénomène de Renard, ce qu'on appelle le Renard d'une manière courte,
c'est la situation, ce qu'on appelle des sables mouvants, c'est-à-dire le sol, si on ajoute n'importe quoi sur le sol comme étant un poids supplémentaire, donc il ne peut pas trouver son équilibre. Donc voilà un peu l'illustration, ce qu'on appelle la poussée d'écoulement. Donc ce qui termine au fait toutes les notions importantes de ce chapitre. Et en guise de conclusion, on va tout simplement rappeler que l'écoulement d'eau à travers un sol est régi par cette notion nouvelle qui s'appelle la charge hydraulique, H égale Z plus U sur gamma W, que la perte de charge entre deux points traduit un écoulement d'eau à partir du point où la charge elle est la plus grande, vers le point où la charge est la plus faible. On a identifié la perméabilité, qui en fait c'est une propriété nouvelle, et on a l'unité d'une vitesse, et on régit la vitesse d'écoulement d'eau dans un sol. On la détermine à partir d'essais de laboratoire, ce que vous pouvez voir en travaux pratiques, mais dans la pratique, on fait ce qu'on appelle des essais d'eau en place, in situ, pour déterminer la perméabilité du sol, sans entrer dans les détails, mais on a vu que nous pouvons déterminer cette perméabilité par des corrélations dans la première partie. La résolution des problèmes d'écoulement permanent d'eau peut être faite par diverses méthodes, mais toujours cette résolution nécessite de tracer un réseau d'écoulement pour calculer la charge hydraulique et par la suite déterminer la pression interstitielle. Bien sûr, la chose la plus importante, dernier point de ce chapitre, c'est, on va dire, la mise en évidence de la poussée d'écoulement, cette force fluidique qui conditionne la stabilité des massifs de sol sujets à l'écoulement d'eau. L'assimilation de tout cela peut être vue dans les séances de travaux dérivés. Merci de votre attention.